Bonjour. Dans cette chronique qui débute l'année 2020, nous porterons une attention toute particulière aux relations entre deux dimensions structurales objectives, la cohérence, qui fait quoi, qui relève du fond, et l'organisation, où et quand, qui relève de la forme. La cohérence donne un contenu objectif au fond du message. Elle nous renseigne sur les actants, personnages ou valeurs qui font partie du message, sur la catégorie d'action, performance, communication ou quête, sur le niveau actentiel, distance où se situe l'action par rapport aux faits observables ou vérifiables. Cette dimension structurale est explicitée dans la chronique pour un texte cohérent, joué avec les mots, également disponible sur YouTube. Jetons maintenant un gros coup d'œil au vecteur de l'intention et de la cohérence du message, son organisation, également du domaine de l'objectivité. Cette dimension structurale contient les informations relatives à l'espace, au temps, ainsi qu'au plan et à la disposition générale du texte. Plus un texte a une intention essentielle référentielle, plus son auteur privilégiera un espace explicite, dont les repères apparaissent directement dans le texte. Un temps chronologique, où les événements se suivent les uns après les autres. Un plan linéaire, qui comporte une seule dimension, qui va d'un point A à un point B, ou un plan simple, qui montre une progression simple entre une ou deux dimensions, ainsi qu'une disposition en prose, sans retour volontaire perceptible d'éléments de la rythmique ou de la musicalité. Une intention essentielle expressive amènera quant à elle l'auteur ou l'émetteur vers un espace varié, plus d'un lieu, ou implicite, dont les repères peuvent être déduits mais n'apparaissent pas directement dans le texte, vers un temps synchronique, si deux actions se chevauchent, ou diachronique, s'il y a des sauts dans le temps, vers une disposition en prose cadencée, par le retour de certains sons, ou d'une certaine rythmique, comme dans un slogan publicitaire, ou en vers, et vers un plan complexe, où l'on alterne entre diverses dimensions du texte, ou multivoque, où la multiplicité des dimensions rend le décodage du message plus difficile. Pensons ici à un poème surréaliste ou encore à une bonne dispute émotive entre amis ou entre conjoints. Quant à une intention essentielle incitative, si elle autorise l'auteur ou l'émetteur à varier l'espace, le temps et la disposition, une telle intention devrait toutefois le limiter à un plan complexe, l'efficacité du message reposant en partie, au moins, sur son intelligibilité. Cela dit, me croiriez-vous si je vous disais qu'un auteur puisse utiliser, consciemment ou non, sa production littéraire et tout particulièrement sa cohérence et son organisation pour régler un problème personnel ou familial? Je vais tenter de vous démontrer que cela est possible et qu'un auteur peut même aller jusqu'à utiliser la complexité relative de sa création pour offrir une résolution à un conflit en apparence simple, mais non encore résolu. Prenons le cas de Pierre Corneille, jeune homme de bonne famille, à qui son père avait payé des études de droit, souhaitant voir son fils faire carrière en tant qu'avocat du roi. Plutôt que d'exaucer les vœux de son père, le schnappant s'est pris d'affection pour le théâtre et pour ses actrices, et a préféré écrire des pièces plutôt que des affidavits. Fils ingrat, qui a dû se faire regarder un peu de travers par son père. Bon fils tout de même, qui a voulu démontrer à son père que le théâtre était un choix honorable. Ceci annonce donc essentiellement une action de communication. Nous avons donc ici un contexte assez universel. Un fils artiste veut convaincre, quête et communication, son père, de bonne société, de la valeur d'un choix qu'il ne comprend pas et qu'il n'accepte pas en raison de ses valeurs. Comment Pierre Corneille s'y prend-il pour déjouer les filtres inhibiteurs de l'intelligibilité, de la recevabilité et de l'acceptabilité? Eh bien, par sa pièce, bien nommée, l'illusion comique. Il opère une première transformation de son contexte en nous présentant une première intrigue, où l'on voit un père, prudemment, héros numéro 1, à la recherche, ce qui relève de la catégorie d'action de la quête, donc action numéro 1, de son fils, clin d'or, objet-valeur numéro 1, un peu délinquant qui affût sa sévérité depuis plus de 2 ans. Prudemment reçoit l'aide d'un mage,
sage, on dirait thérapeute à notre époque, Alcandre, force bénéfique numéro 1, qui sait ce qui est devenu son fils et l'amènera à accepter les choix de celui-ci et à vouloir aller le retrouver. La séance de thérapie se passe dans la région de Rouen, dans la grotte du mage, et dure le temps de la pièce, temps numéro 1. Nous sommes donc dans cet espace-temps numéro 1 à l'acte 1, au début de l'acte 2, où Alcandre annonce que Pridamant verra des événements survenus il y a un peu plus de 2 ans, donc à un temps 2. À la fin des actes 2, 3 et 4, où Alcandre rassure Pridamant au sujet de ce qu'il vient de voir et lui rappelle de ne pas intervenir dans l'action qu'il lui présente. Au début de l'acte 5, où Alcandre annonce une série d'événements survenus 2 ans plus tard, donc dans un temps 3, ainsi qu'à la dernière scène de la pièce où Alcandre explique à Pridamant ce qu'est devenu son fils et à quel endroit Clindor se trouve. Pour Pierre Corneille, sa pièce joue le rôle de force bénéfique, lui permettant de peut-être convaincre son père. Dans sa pièce, Alcandre joue ce rôle actentiel de force bénéfique pour permettre à Pridamant de comprendre et retrouver, au moins affectivement, son fils Clindor. L'organisation semble déjà constituée d'un plan complexe où l'on se promène entre au moins 2 espaces-temps et au moins 2 séries d'actants. À compter de l'acte 2, Alcandre, au nom de Corneille, nous montre Clindor, devenu héros numéro 2, maintenant établi à Bordeaux, espace numéro 2, rivalisant, épreuve et action numéro 2, avec son employeur Matamor et un autre rival, Adraste, pour l'amour d'Isabelle, intrigue numéro 2. Si Matamor se révèle un poltron prêt à se cacher pour éviter d'être corrigé par l'un ou l'autre de ses rivaux, Adraste s'attaque directement à Clindor qui se défend et le tue. L'acte 4 nous montre ce qu'il advient 4 jours après ces événements. Donc, au temps 2, plus 4 jours. Alors que Matamor finit par sortir de sa cachette et fuir définitivement, et que la servante d'Isabelle, Lise, trouve un moyen de libérer Clindor et de s'enfuir avec celui-ci, son geôlier, ainsi qu'Isabelle. Devant ces péripéties, qui relèvent de la catégorie de la performance ou de l'épreuve, Pridamant s'inquiète un peu, mais est rassuré par Alcandre, et il réussit à respecter la consigne de ne pas sortir de la grotte et de ne pas intervenir dans l'action. Mais Pridamant est-il prêt à découvrir la vérité? Comme Pridamant avait assez bien encaissé les petites fourberies de son fils à l'égard de son employeur, de même que sa fidélité toute relative en amour, Alcandre décide de frapper un grand coup. Si le véritable Matamor n'avait pas réussi à ébranler Clindor, Alcandre, en véritable Matamor psychologique, réussira à déstabiliser Pridamant au point où il tentera d'intervenir dans l'action. Ce que Pridamant voit ou croit voir est la suite des aventures, performance ou épreuve, donc action numéro 3, de son fils 2 ans plus tard, temps numéro 3, qui semble toujours aussi peu fidèle. Il sera cependant surpris par un mari jaloux qui l'assassinera, intrigue numéro 3. Une fois Pridamant bien déstabilisé et désespéré, Alcandre lui révélera, preuves à l'appui, que ce dernier épisode n'est qu'une pièce de théâtre jouée par Clindor, Isabelle, Lise, le geôlier et leurs amis ce jour même. Donc le temps 3 est équivalent au temps 1. À Paris, espace numéro 3. Mon fils comédien! S'exclame Pridamant. Alcandre lui fait voir que le théâtre est une façon honorable de gagner sa vie et que cet art est bien vu par la bonne société. Le métier qu'il a pris est meilleur que le mien, finit par admettre Pridamant qui décide d'aller retrouver son fils à Paris, ce qui mettra un terme à sa quête, donc à l'intrigue numéro 1. Pridamant, comme bien d'autres personnes, aura réagi plus fortement à la fiction, à l'illusion comique qu'à la réalité. Il est frappé par la vraisemblance de la pièce dans la pièce. Il s'y reconnaît. L'illusion est efficiente. Les filtres facilitateurs de la fiction ont agi sur lui. Sur le plan de l'organisation, l'auteur avait le choix entre un plan linéaire, où les actions se suivent les unes après les autres, ce qui aurait été le cas si la pièce s'était limitée aux interactions et aventures de Clindor à Bordeaux, donc à l'intrigue numéro 2. Un plan simple,
où l'on joue entre deux intrigues progressant de façon continue, ce qui est le cas de l'ensemble des actes 2 à 4, donc des intrigues 1 et 2. Un plan multivoque, où aucune direction précise n'apparaît, ce qui semble le cas pour Prudamment croyant à la réalité de ce qu'il voit à l'acte 5, donc dans l'intrigue numéro 3, qui n'est pas la suite logique et réelle des actes précédents, intrigue numéro 2. Dernier choix, un plan complexe, où il y a une hiérarchie, un ordre entre les diverses dimensions. Pour résoudre l'intrigue numéro 1, qui se situe un jour donné, temps 1, dans la grotte, espace 1, Alcandre promène psychologiquement Prudamment dans l'espace, de Bordeaux, espace 2, à Paris, espace 3, de façon linéaire. Dans le temps, du temps 2, il y a 2 ans en diachronie linéaire avec le temps 1, puis au temps 3, 2 ans plus tard, donc au temps 1, donc en synchronie avec l'espace-temps de l'intrigue numéro 1. Le tout exposant le père à 2 péripéties successives de son fils, une vraie, quoique farfelue, puis une fausse, mais vraisemblable. Prudamment vivra de la confusion, du désarroi, mais la stratégie thérapeutique d'Alcandre était structurée et juste assez complexe pour être efficace. Pierre Corneille, pour véhiculer son message, a utilisé des vecteurs organisationnels et des projections de la cohérence plus complexes, en fait moins linéaires que ce que prévoyaient les modèles littéraires de son époque. Plus qu'une action principale, plus qu'un lieu, plus qu'un jour, plus qu'un héros. Cependant, toutes les aventures et mésaventures de Clin d'Or ont été visionnées dans une grotte, en quelques dizaines de minutes, par un père à la recherche de son fils. Et cette intrigue principale est simple, intelligible, recevable, éminemment acceptable. Corneille joue, entre le fond et la forme, dans l'illusion comique, dans des dimensions structurelles relativement objectives, cohérence et organisation au service d'une intention incitative. Ces dimensions ont-elles suffi à régler le contentieux entre Pierre Corneille et son père? Peut-être que non, car l'auteur est revenu sur la tension entre les désirs d'un fils et les besoins d'un père à peine 2 ans plus tard dans le Cid. Le jeu structural entre la forme et le fond se fera alors dans des dimensions subjectives, notamment au niveau du style, et tout particulièrement au point de vue de la rythmique du texte. Peut-être est-ce le fait que les désirs du fils, Rodrigue, se subordonnent à l'honneur du père, Diègue, et à la défense de la patrie. Peut-être est-ce le fait de la pension royale qui suivra la création du Cid et sa querelle. Toujours est-il que l'harmonie serait revenue au sein de la famille Corneille. Il n'en demeure pas moins, sur le plan structural, qu'un jeu objectif a provoqué des émotions et qu'un jeu subjectif a ramené à la raison. L'équilibre dans le paradoxe.